Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment notre cerveau est influencé par ce qu'il rencontre. Autrement dit, nous allons découvrir comment l'organe suprême qui nous manipule est lui-même manipulé. Et si vous avez maintenant une petite idée de quelle manière notre cerveau peut être influencé au cours de notre vie, moi, je vais essayer de vous convaincre que notre cerveau est déjà influencé durant sa genèse, soit bien avant qu'il puisse expérimenter quoi que ce soit. Vous l'avez compris, je vais vous parler du cerveau, mais en développement. Alors, c'est là que vous devez vous poser la question de savoir comment ce fameux cerveau peut-il être influencé s'il se cache à l'intérieur du ventre de notre chère maman? Et la réponse est par tout ce que votre maman va consommer, rencontrer ou expérimenter au cours de sa gestation, c'est-à-dire son environnement. Et cela nous ramène aux deux fondements de la biologie que sont la génétique et l'environnement. Alors la génétique, ça, vous connaissez. Ce sont les gènes contenus dans notre ADN, hérités de nos parents, qui s'expriment pour déterminer la couleur de nos yeux, la longueur de nos membres ou encore la forme de notre tête. L'environnement, lui, vous est sûrement moins familier. Il est aussi appelé épigénétique. Et il se caractérise par de petites marques disposées sur l'ADN, et c'est justement ces marques épigénétiques qui vont déterminer comment vos gènes doivent s'exprimer. Alors l'environnement ou l'épigénétique, c'est aussi ce qui fait que deux vrais jumeaux adoptés dans deux pays distincts seront différents, car ils auront côtoyé deux environnements différents. Et tout ce que l'on consomme, fait ou respire influence ces marques épigénétiques et les modifie. Et cela, notre société en est de plus en plus consciente. Regardez de nos jours, nous sommes de plus en plus à contrôler ce que l'on consomme au supermarché, la qualité de l'air que l'on respire, ou encore nous essayons tous de réduire nos consommations d'alcool et de cigarettes. Alors ceci est un comportement plutôt sain, si bien sûr il ne tourne pas à la psychose. Mais ce comportement devient d'autant plus nécessaire durant la gestation. Car le bébé, dépendant de sa mère, va absorber tout ce que sa maman va rencontrer, boire ou manger. Et nous allons voir ensemble que cela peut avoir des répercussions plus ou moins néfastes. En effet, différents facteurs environnementaux ont été montrés pour perturber le développement. Moi, aujourd'hui, le facteur environnemental que j'ai choisi de vous parler en est un que vous connaissez très bien. Il s'agit de l'alcool. J'imagine que la majorité des personnes dans cette salle ont déjà eu l'occasion d'expérimenter l'effet de l'alcool sur leur cerveau. Alors, je parle pour ceux qui s'en souviennent. Mais qu'en est-il de l'effet de l'alcool sur le cerveau en développement? Vous savez, notre cerveau est un organe très complexe qui évolue sans arrêt, de notre naissance jusqu'à notre mort. Mais c'est dans le ventre de notre chère maman que la majeure partie du cerveau se construit. En effet, durant la gestation, la formation du cerveau va nécessiter la mise en place de plusieurs processus complexes, comme la division cellulaire, la migration de neurones ou encore le développement de connexions. Et il est maintenant connu que tous ces mécanismes finement régulés peuvent être perturbés par l'alcool. Et en fait, cela s'explique par le fait que l'alcool est une toute petite molécule qui se faufile de partout et va donc affecter toutes les cellules de l'embryon. Et comme vous pouvez l'imaginer, les dégâts engendrés par l'alcoolisation fœtale vont dépendre d'une part de la quantité d'alcool ingérée par la mère et d'autre part du stade développemental de l'embryon. Cette alcoolisation fœtale va donc pouvoir engendrer toute une possibilité de pathologies plus ou moins graves regroupées sous le terme de troubles du spectre d'alcoolisation fœtale, ou TSAF. Et il est maintenant très clair qu'une consommation importante d'alcool durant les 2-3 premiers mois de grossesse aura de très fortes chances de conduire à la pathologie la plus sévère des TSAF, qui est le syndrome d'alcoolisation fœtale. Alors, les enfants atteints de ce syndrome présentent quasiment tous une dysmorphie caractéristique de la face et un cerveau anormalement petit. Forcément, une multitude de défauts neurocognitifs seront associés à ces enfants, comme de l'hyperactivité, des défauts d'apprentissage ou des défauts de motricité fine. Et à ce sujet, la recherche sur l'alcoolisation fœtale a permis de comprendre comment et pourquoi une exposition précoce à l'alcool entraîne le syndrome d'alcoolisation fœtale. Et en fait, cela est dû à la dégradation de l'alcool, et non pas l'alcool lui-même. Car pour dégrader l'alcool, votre corps possède une enzyme. Or, durant le développement, cette enzyme a déjà une fonction physiologique qui est de transformer la vitamine A en acide rétinoïque.
Or, cet acide rétinoïque est un important régulateur du développement fœtal, et plus précisément de la face et du cerveau. De ce fait, lorsqu'une maman va consommer d'importantes doses d'alcool, l'alcool va passer dans son sang, saturer les cellules de l'embryon, et notre enzyme va alors se mettre par compétition à dégrader l'alcool plutôt qu'à fabriquer de l'acide rétinoïque. Cette compétition va donc entraîner une carence. Et c'est justement cette carence en acide rétinoïque qui va engendrer les problèmes de déformation de la face et de taille anormale du cerveau. Et d'ailleurs, d'autres études ont montré que si l'on donne de l'acide rétinoïque à des mères alcooliques, on réduit, voire supprime totalement les problèmes liés à la déformation de la face et à la taille de cerveau. Ceci démontre tout l'intérêt d'étudier l'effet de facteurs environnementaux tels que l'alcool sur le développement, car cela nous permet de comprendre comment et par quels mécanismes ces facteurs affectent le développement. Bien sûr, cela nous permet aussi de comprendre ou de découvrir comment réduire ou soigner les symptômes associés à ces pathologies. Mais comme je vous l'ai dit, cela est connu depuis au moins une bonne dizaine d'années. Vous l'avez compris, l'alcoolisation fœtale entraîne tout un spectre de pathologies allant de la forme la plus sévère, le syndrome d'alcoolisation fœtale, à des défauts quasiment invisibles. Cependant, en dehors du syndrome d'alcoolisation fœtale, les causes et les mécanismes conduisant aux autres pathologies liées à l'alcool sont inconnus. Ceci démontre qu'il reste encore beaucoup de questions dont nous n'avons pas les réponses. Y a-t-il une dose qui serait sans conséquence pour l'enfant? Y a-t-il un stade développemental où l'on peut boire sans crainte? C'est précisément ce genre de questions que j'ai essayé de traiter durant ma thèse. En effet, durant ma thèse, je me suis intéressé à étudier les effets de l'alcoolisation fœtale sur le développement des connexions cérébrales avec une exposition plutôt tardive, aux alentours du 2e-3e trimestre de gestation, et des doses dites raisonnables, disons l'équivalent de 2 bons verres de vin. Par jour, pas par an. Alors maintenant, pour vous expliquer mes résultats, nous avons besoin de nous mettre dans la peau d'un neurone. Mais pas n'importe quel neurone. Un neurone qui vient de naître. Alors, lorsqu'un neurone naît, sa première mission va être de migrer dans le cerveau pour trouver sa place. Une fois en place, il va se mettre à étendre sa protubérance appelée axone dans le but de connecter le neurone approprié. Et pour l'aider à cela, il existe tout un code de la route dans le cerveau qui lui permet d'atteindre sa destination. Et lorsqu'il doit traverser de longues distances comme passer d'un hémisphère à un autre, cet axone va se mettre à emprunter des autoroutes à axone que l'on appelle tracts. Et comme vous, lorsque vous êtes sur l'autoroute, il arrive parfois que l'on se trompe de sortie. Oh zut! Cela arrive aussi aux axones. C'est ce que l'on appelle un défaut de guidage. Mais contrairement à vous, l'axone ne pourra pas faire demi-tour. De ce fait, cette erreur conduira forcément à une connexion aberrante. Et comme vous le savez tous, si l'alcool est interdit au volant, c'est justement car lorsque l'on est ivre, on rate beaucoup plus souvent les sorties. Avec mes travaux, je vais vous montrer que c'est exactement la même chose pour les axones. Alors moi, l'autoroute à axones que j'ai choisi d'étudier s'appelle le corps calleux. C'est la plus grosse autoroute d'axones chez les mammifères. Elle se situe au milieu de votre front et connecte vos 2 hémisphères et les 8 lobes qui les composent. Il permet ainsi le transfert de l'information entre vos hémisphères, mais aussi le traitement de processus cognitifs complexes comme le langage ou la réflexion. Mais comme vous pouvez vous en douter, le cerveau reste très compliqué à étudier chez l'homme. C'est pour cela qu'on a choisi de passer chez la souris pour comprendre comment l'alcoolisation fœtale affecte le développement du cerveau et plus précisément le développement des connexions du corps calleux. Alors pour cela, nous avons administré à des souris des doses modérées d'alcool durant la fin de gestation et regardé dans le cerveau des souriceaux qu'est-ce qui se passe. Alors après exposition, à première vue, on n'observe aucun défaut majeur. C'est-à-dire que si vous prenez un cerveau d'une souris saine et un cerveau d'une souris exposée à l'alcool, ils sont pareils. Cependant, si l'on marque à l'aide d'une protéine fluorescente une sous-population de neurones et que l'on suit jusqu'où vont leurs axones, on remarque de subtils défauts de connexion qui apparaissent entre 2 régions du cortex moteur, le cortex moteur en bleu et le cortex sensoriel en rouge. Et alors qu'il existe certains mécanismes permettant d'élaguer ces mauvaises connexions au cours de la maturation du cerveau, on observe à l'âge adulte que ces défauts de connexion persistent et ne sont pas supprimés.
On s'est alors posé la question de savoir est-ce que ces défauts de connexion pourraient avoir des répercussions sur les performances des souris. Alors, pour répondre à cette question, on a fait passer un test de comportement appelé roue complexe aux souris dans le but de mesurer les performances de leur corps calleux. Alors ce test est très simple. Vous voyez tous à quoi ressemble une roue de hamster. Mais pour ce test, on utilise exactement les mêmes roues, puis on laisse les souris s'habituer à courir dessus pendant une semaine, tout en mesurant la vitesse maximale qu'elles sont capables d'atteindre chaque jour. Et durant cette phase d'apprentissage, on n'observe aucune différence entre nos deux populations de souris. Elles sont toutes les deux capables d'accroître leur vitesse maximale jour après jour jusqu'à atteindre un plateau. Ceci démontre qu'il n'y a pas de problème de coordination, de motivation ou d'apprentissage chez nos souris exposées à l'alcool. Cependant, du fait que la locomotion est contrôlée par la moelle épinière et non par le cerveau, après une semaine, on change les roues des souris pour les remplacer par des roues dites complexes, dans lesquelles nous avons retiré des barreaux de façon aléatoire, et cela dans l'unique but de forcer les souris à réfléchir là où elles doivent mettre leurs pattes lorsqu'elles vont courir dessus. Ainsi, c'est le cerveau qui reprend le contrôle de la locomotion sur la moelle épinière. Et alors là, on observe une chute de la vitesse maximale de nos deux populations de souris. C'est normal, elles doivent s'habituer à courir sur cette nouvelle roue. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'alors que les souris saines, elles, sont capables de retrouver la vitesse maximale qu'elles avaient sur des roues simples, après quelques jours, les souris exposées à l'alcool, elles, en sont incapables. Elles stagnent à une vitesse intermédiaire et ne sont incapables de courir plus vite. Ceci démontre un défaut de performance de nos souris exposées à l'alcool lors de tests complexes que l'on peut rattacher au défaut de connexion du corps calleux que l'on a vu précédemment. La conclusion de mon étude est donc qu'une exposition modérée à des doses d'alcool durant la fin de gestation est suffisante à engendrer des défauts de connexion du corps calleux qui persistent à l'âge adulte et se traduiront plus tard par des défauts de performance lors de tests nécessitant ce corps calleux. Ainsi, boire en dehors de la période critique de développement que sont les 3 premiers mois ne fera pas de votre enfant une personne avec des troubles neurocognitifs sévères. Néanmoins, mon étude vous pose la question. Est-ce que mon enfant ne serait pas plus performant si je n'avais pas bu du tout? Alors, cela est valable pour l'alcool, mais c'est aussi valable pour plein d'autres facteurs environnementaux, comme le stress, la pollution, le tabac. Ces facteurs environnementaux affectent différents processus cellulaires, et si vos cellules de personnes adultes ont les mécanismes permettant d'atténuer les effets de ces facteurs, cela n'est pas le cas de l'embryon. Et je vous ferai remarquer que, contrairement aux autres facteurs environnementaux, l'alcool comme le tabac sont totalement évitables. De ce fait, si l'on veut réduire les risques, il serait quand même judicieux, avec un peu de volonté, de jouer sur ces facteurs-là, si l'on veut réduire l'exposition aux facteurs environnementaux que vont subir l'enfant. Enfin, il existe certaines personnes pour qui cela est un réel problème. Et pour ces personnes, la volonté ne sera pas suffisante. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de honte à avoir. Moi, mon conseil est de se faire suivre par un médecin afin de prendre toutes les précautions nécessaires, car rappelez-vous, grâce à la recherche sur l'alcoolisation fœtale, nous sommes de nos jours capables de traiter les symptômes les plus graves de cette pathologie. Donc ne restez pas seul, faites-vous aider. Merci pour votre attention.